Au moyen d'un petit lasso, l'ornithologue opère à l'aveugle pour attraper les oiseaux entassés à 25 cm de profondeur. Oh, je l'ai pris dans la gueule là. Ah. Elle n'a pas aimé du tout que je lui sorte un petit quoi. Oh Mimi, c'est bichounette. Voilà, il y en a tellement qu'on ne sait plus où les mettre. Voilà. Donc une jolie petite nichée de 8 petites chevêchettes. Voilà. C'est incroyable, voilà, des petits bijoux. Hein. C'est minuscule. Voilà, elle nous regarde avec ses petits yeux là. Elle découvre un petit peu le monde avant l'heure. Hein. Professeur d'histoire à l'université de Grenoble, Alain Belmont apprend à piloter depuis 3 ans. Cet après-midi, c'est avec son instructeur qu'il se prépare à décoller. Allez, une main sur les gaz, une main sur la clé. Sécurité assurée. On y va. Donc en destination, tu lui donnes une destination secteur sud, Oui. Vercors, Chartreuse et retour dans environ 2 heures. Regeared, flight level 100, fraction 349 Alpha. Correct, fraction 349 Alpha. Le sol, rebonjour. Fox Hotel, Fox Tango, Oscar, le sol, bonjour. Vous êtes autorisé décollage maintenant, le vent 350 degrés 12 à 22 nœuds, virage droite à prouver, rappelez sortie. Enfant du pays, Alain Belmont consacre sa vie à étudier l'histoire du Dauphiné, cette ancienne province du sud-est de la France qui correspond aujourd'hui au département de la Drôme, des Hautes-Alpes et de l'Isère. En prenant de la hauteur, l'historien veut mieux comprendre ce territoire qui le passionne. Les glaciers, le Vercors, regarde-moi ça un peu. Et le massif central à droite, on a 100 km, plus de 100 km de vue. Là. C'est somptueux déjà. Les alpages. Donc là on part pour un vol montagne avec des conditions de météo aujourd'hui un petit peu ventées. Donc on va appréhender un petit peu l'approche du relief, le passage des cols. Allez. Et puis on ouvre grand les yeux parce qu'il va y en avoir partout. Hein. Pendant 2 heures, ils vont survoler les plus beaux paysages de la région. Voilà, le passage de la crête là, il faut le négocier comme ça là. Pour l'instant tu le gardes comme ça. Alain se dirige vers le sud du Dauphiné. Regarde aussi ce changement, on a la limite climatique entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud qui sont tout de suite à droite là. La forêt sous nos ailes, et quand on franchit ces crêtes, on entend les cigales, le thym apparaît. Même si on reste en Dauphiné, c'est déjà la porte de la Provence. Aux commandes, l'historien s'approche maintenant d'un col. Une phase délicate du vol. Tu essayes de sentir un petit peu la réaction de ton avion et on s'approche doucement, comme ça, et on basculera de l'autre côté. Ça marche. Ce col de l'Arc, c'était justement un des passages qui ne sont plus que piétons aujourd'hui et qui était extrêmement emprunté autrefois pour traverser les montagnes. Donc là, pour passer du Vercors à Grenoble, voire pour aller de la vallée du Rhône en Italie, ça pouvait être un raccourci. À 1700 mètres d'altitude, le col de l'Arc surplombe Grenoble, la capitale du Dauphiné. On comprend bien pourquoi cette ville existe. Regarde, elle est juste à la jonction entre les Alpes et puis le plat pays là-bas. Les marchands d'un peu toute l'Europe venaient vers Grenoble. Ça permettait à la fois de verrouiller l'entrée dans les Alpes et toutes les richesses qu'elle contenait, le passage vers l'Italie, vers la Méditerranée, les mines d'argent. Donc si tu tenais ce verrou, tu tenais le reste derrière. La leçon de pilotage se poursuit et l'avion traverse une zone de turbulence. Voilà, Oui. voilà, c'est ce que je pensais. Toujours les ailes à plat, tu te laisses pas embarquer. Hein. D'accord ? Voilà. Si ça continue ou pas, tu t'écarteras à droite.
tu vives un petit peu la montagne avec du vent quand même. Si on est tout le temps très très haut au-dessus des reliefs, tu pourras pas voir les petites subtilités. Ouais, c'est superbe. On a le Mont Blanc à nos 11 heures. Diminue un petit peu ta puissance. Voilà, surveille ton badin, ton vario. On a devant nous la réserve des Hautes-Chartreuses. En remontant vers le nord-est, Alain et Franck survolent maintenant la Chartreuse, l'un des grands massifs qui bordent la vallée de l'Isère. Tu vois les alpages qui sont devant nous là, ils sont artificiels, ils ont été faits par l'homme, à coup de déboisement. Et déjà sous l'Antiquité, les hommes se disputaient cet espace, source de richesse. Au-dessus du nord de la Chartreuse, l'historien peut visualiser la frontière entre le Dauphiné et son ennemi historique. Face à nous, c'est la Savoie. Et jusqu'en 1860, ce territoire n'était pas français, c'était un royaume indépendant, Piémont-Sardaigne. Et au Moyen-Âge, le siège d'une principauté, la principauté de Savoie, alors que le Dauphiné aussi était une principauté. Comme toutes deux visaient exactement la même chose, contrôler l'école, contrôler les mines, contrôler l'accès à l'Italie. Et donc du coup, elles se sont fait la guerre pendant presque 1000 ans entre Dauphinois et Savoyards. Ici, entre la Chartreuse et le massif des Bauges en Savoie, sont édifiées des dizaines de forteresses. Comme le fort Barreau bâti au XVIe siècle pour protéger la vallée. Dans le Dauphiné, les châteaux forts moyenâgeux sont progressivement remplacés par ces bastions dessinés en étoiles. Une idée venue d'Italie qui sera reprise par Vauban un siècle plus tard. Tu vois les petits nuages blancs là, les petites barbules? Donc c'est synonyme de rotor et de turbulence. Donc là on est pile poil pour aller se mettre dans ce qu'on appelle la lessiveuse. Ouais, ouais. C'est prendre un bon coup de pied aux fesses. Le vol touche à sa fin. Alain y a pris du plaisir, et pourtant... Je détestais l'avion, à un point, une vraie phobie. J'arrivais pas à prendre des longs courriers sans d'abord boire quelques verres de champagne, voire prendre un somnifère sur les longs courriers. Et il m'arrivait de laisser mes bagages dans l'avion puis de poursuivre en train. Tellement j'adorais ça. Nous retrouverons Alain Belmont, le pilote amateur, avec l'un de ses étudiants pour un cours particulier au cœur du Dauphiné. À la frontière de la Drôme et de l'Isère, au cœur du Vercors, d'autres passionnés protègent un paysage hors norme. La réserve nationale naturelle des Hauts Plateaux, le plus grand sanctuaire de France. À la limite sud du massif se détache la silhouette du Mont Aiguille, une curiosité géologique qui culmine à 2000 mètres d'altitude. Longtemps surnommé le Mont Inaccessible, cet éperon rocheux, séparé du reste des hauts plateaux, est l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Voilà, tu passes pied gauche au-dessus, là, un peu plus haut. Là, voilà. Cet après-midi, sur la face nord-ouest, pour la première fois, une expédition de 12 scientifiques part à la conquête du sommet. Elle va y passer 2 jours pour en inventorier les richesses naturelles. On a l'impression qu'on est un peu une équipe à la Charles Darwin là. Il y a un peu tous les corps de métier à la recherche des habitants des sommets. On est un peu emmêlés là. Pour cette mission exceptionnelle, 5 spécialistes de la faune, 2 botanistes, un climatologue et des experts en écosystèmes montagnards. Ouais. Et après, tu vas lever le pied Pour la gauche, plupart, on va ils n'ont jamais fait d'escalade. Ouais, passe au genou, Catherine, c'est pas grave. On se raye un peu, mais c'est pour la bonne cause. Professeure de sciences naturelles, Catherine Brett négocie le passage le plus délicat de la paroi. Si tu peux,
Voilà, les pieds en dessous là, voilà, très bien, pied droit. Et allez, tire sur tes bras. Impeccable. Impeccable. C'est une grande découverte, non? Ça faisait longtemps que vous vouliez Ah venir, oui, ouais. ça fait longtemps, tu vois. Ouais. Ça me change de mes 10 heures de réunion par jour. Ouais. Ah. Voilà, repars un peu à l'extérieur du bord, Catherine. Juste derrière Catherine, le naturaliste de l'expédition, Jean-François Noblet, porte 11 kilos de matériel pour ses prélèvements. J'aime bien tenir le câble quand il y a les orages. Là, Ouais. c'est... Oui, il y a ça. Hein, c'est pour ça que je me presse. Et puis j'ai des kilos de pièges en alu dans le sac. S'il y en a qui prend la foudre, c'est moi. Allez. Encore quelques mètres à gravir et la prairie au sommet du Mont Aiguille est en vue. Eh ben dis donc. Bon, ben merci. Hein. Ah, tu m'as bien aidé. Ouh, magnifique. À 2000 mètres d'altitude, les scientifiques ont une vue à 360 degrés sur les montagnes du Dauphiné. La vue, je m'y attendais un petit peu, ouais, mais elle est sacrément particulière. On flotte un peu au milieu, c'est magnifique. Alors, nos scientifiques sont déjà au boulot. Sans attendre, l'équipe débute son exploration sur les 6 hectares du Mont Aiguille. Ils cherchent à percer les mystères de ce biotope isolé du reste du Vercors depuis 20 millions d'années. Gymnadenia conopsea plus. Première surprise, cette pelouse protégée de toute exploitation humaine abrite une richesse florale inédite Carduus, Médus. avec des espèces disparues ailleurs en France. Oxytropis amethystea plus. Le lys de Saint-Bruno, par exemple, qui est extrêmement abondant, c'est cette plante à fleurs blanches. Cette plante a été énormément ramassée pour les communions, pour les mariages, pour les banquets, et on a ramassé énormément pour décorer les hôtels, pour les cérémonies, etc. Et donc c'est vrai qu'ici, comme ça a été préservé du fait de l'inaccessibilité, on a des floraisons exceptionnelles, quoi. C'est en prospectant à l'aplomb des falaises que Jean-François le naturaliste et Sébastien Blache, l'ornithologue de la réserve, On va quand même essayer de faire attention. font la plus belle découverte. Et regarde, juste là. J'en reviens pas. Tu fais voir, j'ai regardé avec les jumelles là. On rince un peu l'œil là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ça. Moi. À quelques mètres d'eux, des lagopèdes, des perdrix des neiges. Une espèce fortement menacée par le réchauffement climatique et le développement du tourisme en montagne. Tu les as là, Jean-François? La présence de ce couple ici atteste de l'exceptionnelle santé de l'écosystème du Mont Aiguille. Et il y a nombre de massifs où c'est impossible d'approcher des lagopèdes comme ça à 3 mètres ou 10 mètres sans qu'ils s'en aillent, quoi. Ils sont pas chassés, ils sont pas embêtés, quoi. Il y en a de partout. Aux dernières lueurs du jour, Sébastien quadrille la pelouse avec des pièges, destinés à la capture des petits mammifères nocturnes. Essayer de mettre un peu dans une petite carrière comme ça. Pour les scientifiques, c'est la fin de la première journée d'exploration. Ah, ça va faire du bien. Ce soir, ils bivouaquent tous ensemble au sommet de l'Éperon. Bon là c'est Châtillon, mais ça reste Vercors quand même. Hein. Donc on va l'ouvrir. Le lendemain matin, à l'aube, Jean-François et Sébastien font la tournée des pièges posés la veille. Et regarde ça, si c'est beau. Oh la vache. Ce qu'on aime, c'est ce qu'on appelle la wilderness, c'est-à-dire la sauvagerie. Le fait qu'on a l'impression ici d'être le premier sur la Terre, de se lever au lever du monde,
et de rêver d'une planète qui soit encore saine, riche en biodiversité. On a vraiment l'impression d'être sur une île. Hein. C'est ça hein, comme impression, l'île navire. Bonne surprise pour les scientifiques, cette nuit, ils ont attrapé 9 rongeurs alpestres. Par contre, il y a du cloporte et du scolopendre. Hein. Chauffé. On va pouvoir prendre de l'ADN et voir si les bestioles qui sont ici, elles sont particulières par rapport au reste des hauts plateaux. Oh. Alors ça, bah ça ouais. saute, hein. Voilà, Campagnole des Neiges. Ah, ça c'est un mâle. Alors bon, on va se prendre un petit peu de... Là s'il te mord, t'as recherché quand même. Sur chacun, Jean-François prélève une petite touffe de poils pour les échantillons ADN avant de les relâcher dans leur habitat naturel. Bonjour Kiki. Ça c'est un jeune de l'année ça. Tu vois le pelage gris comme ça là, c'est un pelage de jeune dessous là. Ça a des yeux qui sont exorbités les Ouais, non mais ça c'est parce qu'ils sont stressés là. C'est ce qu'on appelle la souris sauteuse. Hop là, hop là. Les scientifiques de la réserve reviendront en hiver sur le Mont Aiguille pour la deuxième phase de leur inventaire. Dans quelques jours, Sébastien, l'ornithologue, sera au cœur des hauts plateaux pour un événement exceptionnel, la capture de l'un des rapaces les plus rares d'Europe. Nous quittons le centre du Dauphiné pour longer le Rhône en direction du sud de la région. Entre les monts d'Ardèche et les premiers contreforts des Alpes, la Drôme provençale marque l'entrée méridionale de l'ancienne principauté. Au creux de ces terres de cigales et d'oliviers se dresse un trésor médiéval méconnu, le village perché de la Lopie. Depuis près de 800 ans, cette citadelle imprenable veille sur la plaine stratégique de la Val d'Aisne. Tombé dans l'oubli au début du siècle dernier, son sauvetage a été entrepris par une famille de Dromois passionnés pendant plus de 40 ans. À 60 ans, Loïc Armand incarne la deuxième génération du clan. Alors ce que tu peux faire, c'est lâcher. Enlève tes doigts, juste. Avec Laurence, sa femme, et Philippe, l'aîné de leurs 4 enfants, ce matin, ils étrennent un nouvel instrument, un cerf-volant maison qui va leur permettre de filmer la forteresse d'en haut. Voilà. Vite, on y va. C'est le bon moment là. Ok, c'est bon. À 100 mètres d'altitude, le cerf-volant se stabilise au-dessus de la famille. Il peut enfin survoler et filmer l'hectare et demi de l'ancien castrum, blotti contre les murailles d'un imposant château féodal. Accroché à la colline, un bouclier de bâtisse cadenassait l'accès au village. Un bastion invincible qui pourtant a bien failli disparaître.
Lorsqu'en venant de Montélimar, on prend vers l'est la route des Alpes, on découvre à quelques kilomètres le village de la Lopie, perché sur une colline qui domine la plaine. Le vieux bourg de la Lopie est un village mort et son histoire est inscrite sur les pierres. Dans les années 60, la Lopie n'est plus qu'un champ de ruines. Abandonné au début du XXe siècle, il est entièrement détruit durant les combats de la Libération en 1944. Un enfant du pays, Pierre Armand, rachète alors l'ensemble du site dans le projet fou de le ressusciter. Je veux restaurer ce village dans le style, c'est-à-dire lui redonner son air du Moyen-Âge, qu'il a gardé d'ailleurs. Nous pensons que nous en avons environ pour 2 ans pour tout terminer. Dans les pas de son grand-père aujourd'hui disparu, son petit-fils Philippe est à son tour devenu un gardien de la Lopie. Depuis l'enfance, il y passe toutes ses vacances. C'est bon pour les fessiers. Il aime faire découvrir son village à ses amis de passage. Vous constatez, vous n'avez pas vu de fil électrique, vous n'avez pas vu de plaque d'égout, vous n'avez pas vu toutes ces choses-là. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la Lopie a été restaurée. Pour financer son sauvetage, la famille Armand a revendu progressivement 25 maisons à des passionnés du patrimoine qui ont adhéré à son projet. Presque un demi-siècle après sa redécouverte, la citadelle a retrouvé son âme de village médiéval. Philippe emmène toujours ses invités sur les hauteurs, à l'endroit le plus spectaculaire du château, le jardin suspendu. C'est au XIVe siècle, après l'effondrement du donjon féodal, que les seigneurs de la Lopie décident de remblayer la muraille pour créer cet îlot de verdure. Attention, vous marchez. Et donc là, vous avez une vue imprenable sur toute la plaine. C'est le point culminant du village. C'est superbe. Incroyable. On a une vue à 360 degrés. Là-bas, on trouve le Rhône qui nous sépare de l'Ardèche, vers l'ouest. En revanche, complètement de l'autre côté, on trouve le tout début des Préalpes, vers l'est. En allant vers le sud, on tombe sur le comte Avenessin. Et en fait, tout ça, ça fait partie du Dauphiné. Philippe tient à faire rencontrer à chacun de ses amis sa grand-mère, qui a dirigé toutes les campagnes de restauration. Marie-Annick a aujourd'hui 85 ans. Et c'est là que vous avez mis des casseroles dans les escaliers La première nuit qu'on est passé là, il n'y avait pas de porte. Alors on était un petit peu ennuyés parce que nos enfants étaient dans les chambres du second. Alors mon mari m'a dit, attends, bouge pas, tu sais ce qu'on va faire. Je vais mettre des casseroles en quinconce dans l'escalier. 10 ans après le début des travaux, cette mère de famille nombreuse obtient même son diplôme d'architecte. Et en fin de compte, ça l'a fait un petit bijou. Mais alors, je vous garantis que c'était du travail. Hein. Et puis le soir, vous savez, quand je suis à ma fenêtre et puis que je regarde ça, qu'est-ce que je peux dire? Merci bon Dieu d'être là. Le lendemain, le Mistral s'est levé sur la Lopie. Comme le veut la tradition ici, Stop, tout le monde descend. La famille Armand accueille ce matin 10 amis venus lui prêter main forte durant leurs vacances. Vous voyez la tour? Oui. Donc ça, c'est une tour d'angle de la muraille. Sur la droite, vous avez la muraille. Et sur la gauche, il y a ce petit mur. Et la muraille, elle part par là-bas. Et nous, notre taf, c'est de débroussailler tout ça. Noyée sous le lierre, cette muraille du XIIIe siècle est le dernier témoin de l'état du village avant son sauvetage. Aux côtés des enfants Armand, les volontaires sont venus d'un peu partout en France. Moi, j'ai ramené 2 amis. Daniela qui est en train de s'occuper du lierre juste là-bas. Dani! Mais après, il y a des copains de tout le monde. Chaque enfant a amené des amis, donc tout le monde est bien actif, ça va. Tu veux quoi? Tu veux laquelle? On partage quelque chose qui est vraiment génial, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de vivre avec des gens en plus.
qui ont vraiment un projet comme ça, enfin, ça fait rêver. On a vraiment envie de se dire, bon, moi aussi je vais trouver mon village, moi aussi je vais le refaire, ce sera le projet de ma vie. Donc voilà, pour le moment on travaille sur le mur des autres et on se fait bien plaisir. On n'est jamais allé aussi vite. Hein. Je sais pas si ça ira aussi vite pour reconstruire, mais pour dégager, ça va. Puis ils sont plus efficaces que nos copains qui vieillissent. 3 heures plus tard, les jeunes ont remis au jour une quarantaine de mètres carrés de murailles. On n'a pas fini d'en découvrir ici. Le rempart retrouve sa silhouette médiévale. Une nouvelle trouvaille que Loïc veut immortaliser par une photo de famille élargie devant l'édifice. Bonne idée ça. Ne montez pas trop là, ici c'est bien là. Bon. Alors. Alors enlevez les lunettes. Mets-toi en mode vert. C'est la fin de la journée de travail. C'est par où? Là. Ok. Pour les bénévoles, c'est l'heure d'une pause bien méritée dans la fraîcheur de la terrasse familiale. Et oui, Elle est en train de perdre une jambe. Non, c'est bon. Ah, On fait ça d'une facilité. Ah, mais tu rentres. Pendant ce temps, premier état des lieux du chantier avec l'architecte du village. Non, on voit bien que c'est un ensemble qui est costaud. Mais en fait, je pense que j'ai intérêt à reconstruire ce morceau de muret. Toutes les feuilles, ça c'est sûr. Marie-Annick, la mère de Loïc, va valider les futurs travaux. Oh, dis donc. On le voit bien là. Hein. C'est superbe. C'est superbe. Hein, c'est magnifique. Mais tu sais, t'as du travail. Ah, il y a un peu de boulot. Parce que il faut plus de 40 ans après son arrivée à la Lopie, elle admire ce témoignage médiéval pour la première fois. Et c'est mon mari, vous voyez ça là maintenant, oh, il serait fou du joie. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis c'est très émouvant. Très émouvant. Devant ce mur, on est tout petit. On n'a aucune prétention. Il est plus vieux que vous. Il raconte son histoire. Et il en a vu des choses, sûrement, beaucoup. C'est un des derniers témoignages découverts de l'âge de ce village. De l'aspect médiéval du village. Tu vois, tu as une fente là. Tu vois. Oui, c'est bien, on va réparer ça assez vite. Là. La tour, il faut bien nous la chercher, bien jolie, bien mignonne. Il faut bien la peigner. Et je aimerais aussi que tu dégages derrière, parce que ça fait partie du rempart aussi. Absolument. Et donc il faut que tu grattes un petit peu sur le côté. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là... L'été prochain, à 85 ans, Marie-Annick passera la main à Loïc pour cet ultime chantier. Il a compris, mon fils, c'est fini. Il peut marcher tout seul maintenant. À 60 ans, c'est le temps. Ouais, il était temps. Dis-moi, tu me promets de jamais enlever les arbres. D'abord parce que c'est joli, et deuxièmement, ils tiennent la colline. Merci, mais ça fait 40 ans que j'ai appris ça. Dans les collines autour de la Lopie, la vallée de la Drôme recèle des trésors insoupçonnés. Sur chaque monticule et falaise, depuis le Moyen-Âge, des générations de seigneurs ont érigé châteaux et villages, comme symbole de leur puissance au fil des siècles. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces sentinelles de pierre ont servi de refuge aux habitants, dans cette région profondément marquée par les guerres et les pillages. Comme Puy-Giron, un belvédère bâti sur une langue de calcaire, 190 mètres au-dessus de la plaine. Fondé au XIIIe siècle, on l'appelle le Balcon sur la Drôme provençale. Et 10 km plus à l'est, Châteauneuf de Mazinc. Façonnée depuis un millénaire, cette halte fortifiée à fleur de coteau accueillait les voyageurs sur la voie reliant l'Empire germanique à la Provence. Ils sont tous bâtis différemment, il n'y a pas un plan unique, c'est pas des plans quadrillés. Michel Bois est historienne et depuis 30 ans, elle conseille la famille Armand pour la restauration de la Lopie. Aujourd'hui,
elle emmène Loïc et Laurence à la découverte de ses villages préférés du sud Dauphiné. Au-dessus, là, c'est des petits bijoux, voilà. Là, on monte vers le nord, là. C'est la porte du Mistral. Direction Marsanne, le verrou septentrional de la Drôme provençale. Le long d'une épine rocheuse, cet ancien fief des comtes du Valentinois raconte 10 siècles d'histoire. Sur les hauteurs, l'historienne veut montrer au couple l'ancienne place forte du bourg, composée d'un prieuré et d'un château en grande partie disparu, qui aurait accueilli le dauphin Louis II, futur roi de France. On domine donc tout le village de Marsanne, qui a été un chef-lieu de seigneurie très très important au Moyen-Âge. Alors ici, on est en haut de la grande salle, on disait une aula. La grande salle du château, La oui. grande salle du château, avec ici une tour qui est vraiment en position dominante sur tout l'ensemble du vieux village. Tous ces vieux villages perchés sont bâtis autour d'un château qui naît autour du XIe siècle. Et puis ces villages, ils vivent jusqu'à aujourd'hui, ils ont chacun leur identité personnelle. C'est des êtres vivants, ces villages. Le trio reprend sa route sur les traces des trésors perchés de la Drôme provençale. Je vais passer avant parce que sinon tu vas... Pour rejoindre leur prochaine destination, ils traversent les terres agricoles de la plaine. Installé au 19. Là, on va se faire mouiller, ça va être l'horreur. Aïe, aïe, aïe. C'est 7 km plus à l'est que Michel réserve sa plus belle surprise à Loïc et Laurence. Donc là, tu prendras à gauche. Elle est l'une des rares à s'aventurer dans les ruines médiévales de Rouanac. Il y a un beau chêne. Il leur faut progresser dans d'épaisses broussailles pour atteindre l'ancien bourg. Superbe, voilà. On y est. Ah, on y arrive. C'est au début du XXe siècle que les habitants de la Drôme désertent leur village perché pour les sols fertiles des terres en contrebas. Ça, c'est plus épais qu'un mur de maison, ça. Mais ça, c'est certainement Ça, c'est une forme de des rempart, restes ça. de maisons médiévales. Là, on est dans une rue, mine de rien. Et depuis le clocher jusqu'au rebord de rocher, il y a des maisons. C'est là pour les siècles à venir. Ça fait rêver. Un peu plus haut, Loïc découvre la chapelle abandonnée. Oh, magnifique. Superbe, là, ça c'est bien bâti, ça. On devait avoir un clocher port. Ici, là, tu as le... Et puis on a reculé le mur de façade. Parce que regarde, tu as un arc ici. Ouais. Et on devait être à l'intérieur de la nef, là. Tiens, regarde, là, il y a des lieux, là. Tu viens pas le piller. Hein. Ah non, non, mais je peux. Ah bah voilà. Et voilà, on est dans En parcourant ces ruelles oubliées, Loïc se replonge dans l'histoire de son propre village. Si on n'était pas intervenu, la Lopie serait dans cet état-là aujourd'hui, c'est-à-dire un tas de ruines, des beaux vestiges. Ça mérite effectivement de montrer que si on veut préserver le passé, il faut l'entretenir. Et ça, c'est important. En sauvant la Lopie, les Armands ont aussi tenu à lui redonner l'âme d'un vrai village. Et régulièrement, tous ses habitants se retrouvent au cœur du bourg. Bien sûr que je suis très fière de ce village. Mais pourquoi? Parce qu'il est beau, parce que j'y vis et que j'y suis bien et que j'y ai des amis à l'appel. Les photographes de la région profitent aussi d'un cadre idéal pour immortaliser les grandes occasions. Hey, vous êtes les bienvenus. Tous mes vœux de bonheur. Merci. Ici, c'est un vrai décor de cinéma. Donc, pas de fil électrique, de la belle pierre, voilà, c'est formidable.
quittons les trésors perchés de la Val d'Aisne pour remonter vers le nord de la Drôme. Nous sommes à Haute-Rive. C'est ici qu'est érigé un monument unique au monde, qui attire 100 000 visiteurs chaque année, le palais du facteur Cheval. Une folie bâtie entre 1879 et 1912 par un autodidacte, Ferdinand Cheval. Il lui a fallu 33 ans pour concevoir, modeler et façonner ce palais idéal, tout droit sorti de son imagination indépendamment de tout courant artistique. Sur 26 mètres de longueur et 12 mètres de hauteur, l'artiste a empilé des pierres aux formes étonnantes. C'est après ces tournées que le facteur récupérait ces cailloux et les assemblait le plus souvent la nuit, éclairés à la chandelle. Il termine son œuvre à 76 ans, en précurseur involontaire de l'art brut du XXe siècle. Le palais est un chef-d'œuvre fragile et une campagne de protection est lancée en 1981. Pierre Constant est sculpteur, il faisait partie de la première équipe. Depuis, il revient chaque année pour prendre soin de cet édifice, pas comme les autres. Ça devrait aller là. Il devrait essayer de... Alors on va rajouter un peu d'oreille tout à l'heure, quand ça aura pris. Ouais. Véritable mémoire du monument, il transmet depuis 4 ans sa passion et son savoir à Régis Rouffet pour lui passer la main. Aujourd'hui, Pierre remodèle une tête de renard. Une opération délicate, il faut respecter le style du facteur. Le cheval, il faisait les yeux, c'était juste une fente. Mais bon, il ne faut pas la louper non plus. Bon, il y a le globe de l'œil, mais c'est très peu marqué, quoi. C'est à 40 ans que Ferdinand Cheval commence son œuvre monumentale. Il s'inspire des cartes postales et des calendriers des postes qu'il distribue. À l'est, il construit un tombeau égyptien. Puis il érige un escalier tournant donnant sur la terrasse. Sur la façade ouest, l'universaliste construit un temple hindou, un château du Moyen-Âge et une mosquée. Au sud, sous des arbres du désert et une coupole, il crée un petit musée de pierre. Partout sur l'édifice, le facteur inscrit ses pensées. Pour comprendre le monument, Pierre Constant a dû s'immerger dans l'univers de Ferdinand Cheval. Il s'est créé des relations un petit peu privilégiées. Bon, pourquoi? Bon, c'est peut-être... Oui, entre le facteur et moi. Il y a toujours cette approche, quand on travaille sur le palais, cette conversation avec le Ferdinand Cheval. Ça, c'est... On parle peut-être plus avec Ferdinand Cheval qu'entre nous, quoi. Voilà. Parce que c'est son palais, il faut son autorisation, quoi. Mais ça se passe pas trop mal depuis le temps, il nous a acceptés, ça va. Régis est restaurateur de monuments historiques et il profite de chaque campagne de réfection pour se familiariser avec ce palais construit sans aucun plan. On a un droit de se demander pourquoi il l'a fait et est-ce que notre intervention est justifiée et surtout est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de ce que pensait éventuellement faire Ferdinand Cheval.
Ce chantier est très éloigné des cathédrales et châteaux sur lesquels il travaille pendant le reste de l'année. Nous, quand on intervient, l'idée c'est de faire en sorte que personne ne voit qu'on soit passé. Et c'est la même démarche aussi bien pour une église romane, une cathédrale ou le palais idéal. C'est vrai qu'on doit faire en sorte de ne pas être vu. Nous, on le protège, on fait ce qu'on peut, on essaye de bien faire, c'est notre objectif premier. Sauf que là, c'est pas vraiment un monument, c'est une œuvre d'art qui appartient donc à quelqu'un. Et donc, voilà, c'est pas réglé par les règles architecturales qu'on peut connaître, qu'on connaît très bien maintenant. Pour concrétiser son rêve, le bâtisseur a inventé ses propres règles de construction. Jean-Loup Bouvier dirige l'atelier pour lequel travaillent Pierre et Régis. Spécialiste de la restauration sur les plus grands monuments historiques, comme le château de Versailles ou la cathédrale Saint-Jean de Lyon, il se passionne depuis le début pour cet édifice hors norme. Il y a une intelligence architecturale évidente. Prenez, mettons ensuite les géants, ça défie toutes les lois d'équilibre. Depuis le plus d'un siècle maintenant, un siècle, puisque on a fait le centenaire, que ça ne se soit pas écroulé. Parce que ça défie toutes les lois de la pesanteur. Et allez imaginer cette fontaine-là, puisque chaque fois, ce sont des empilages de mortier, de galets, de morceaux de grès, et d'un seul coup, on a une masse qui pèse des tonnes et qui tiennent. Comment? Nous, on n'a pas encore résolu le comment. Je crois qu'il s'est embarqué dans un rêve imaginaire d'une telle ampleur que ça l'a dépassé. Il n'a plus pu s'arrêter. C'est chouette d'être là-haut. Oui, c'est incroyable. Allez, santé. Après la fermeture du site aux visiteurs, les artisans profitent du calme revenu. Prochain coup, c'est côté terrasse. Hein. Lors de la prochaine campagne de restauration, en 2013, Régis sera seul pour protéger ce palais idéal et perpétuer l'esprit de Ferdinand Cheval. « 60 km plus au sud, nous reprenons de l'altitude sur les hauts plateaux du Vercors. Au cœur des forêts de la réserve, c'est dans la zone la plus protégée que se cache un autre trésor du Dauphiné. La chouette chevêchette. Surnommé la chouette pygmée, ce rapace diurne, le plus petit d'Europe, habite les hauts plateaux depuis près de 10 000 ans. On en compterait moins d'1 millier en France. Ces images sont rares, il est réputé invisible à l'état sauvage et n'est observé que par un petit nombre de passionnés. On va essayer de le mettre, celui-là, vraiment devant la cavité. Ok ? Nous retrouvons Sébastien Blache, l'ornithologue de la réserve. On va les équiper. Avec Gilles Trochard, un ami naturaliste, il tente aujourd'hui une opération exceptionnelle. La capture de l'un des 30 couples de chevêchettes nichant sur les hauts plateaux. Hop. Hop. Il est là. Nourrissage. Elle est là. Tu l'as vu rentrer? Le mâle qui est là. Il est là, le mâle. Écoutez. Écoutez. La femelle est là. Le mâle est là. Hop là, la femelle. Hop là. Depuis un mois, ce mâle insaisissable échappe pour 2 hommes qui veulent l'équiper d'un émetteur radio dans le but de cartographier son territoire. Ah oui, d'accord. Oh putain, il y a eu l'échange de proies. Je sais pas si ça marche. Pour la première fois, ils expérimentent ces filets de 5 mètres de hauteur Vas-y, monte. Il est trop tendu là. qu'ils ont conçus tout spécialement pour ne pas blesser ces petits rapaces d'à peine 90 grammes. En fait, c'est des techniques de capture qui sont quasi pas utilisées, même jamais, quoi. Mettre des filets aussi haut, c'est vraiment
On est obligé d'inventer des choses là. C'est en piégeant la femelle, avant qu'elle puisse nourrir ses poussins, que l'équipe compte ferrer le mâle. Normalement, donc, le mâle ne vient jamais dans la cavité. Mais quand la femelle est absente, il se décide finalement à venir. Donc là, on espère que le mâle, lui, en amenant une proie, il va se décider à venir dans la cavité et se prendre dans le filet qui est face à la cavité. On espère. On espère. Pas du tout sûr. Ça peut prendre des heures. Surtout. Bah, c'est le Graal en fait, la chevêchette. En plus, elle est diurne. Elle vit que de jour. Qu'est-ce que c'est que ce rapace qui vit de jour? Un rapace nocturne qui vit de jour. Donc tout ça, ça en fait. Il y a plein de choses qui se véhiculent autour de ça. Là, j'entends l'oiseau qui arrive. Je me demande s'il ne faut pas qu'on aille quand même là-bas voir si. Là. Il est arrivé. Voilà, t'as vu comment je l'ai attrapé? Voilà, ça c'est la femelle. C'est pas hallucinant ça? 90 grammes de muscles. En fait, elle est très puissante. Vous voyez les cerfs là? Ces tout petits cerfs, ils sont très très puissants. Hein, c'est avec ça qu'elle tue. Hein. C'est minuscule. C'est tout petit, tout petit. Cette femelle mesure à peine 13 cm, la taille adulte moyenne de la chevêchette. Allez, on va l'immobiliser. Mais le plus dur reste à faire maintenant, capturer son mâle. On la met là, elle est à l'ombre, pendue, ça ne craint strictement rien. Et maintenant, la traque commence. Il arrive. Ça y est. C'est maintenant que ça va se passer. Il est sur la couche du tronc. Tu le vois? Le rapace tient dans ses serres un campagnol destiné au repas de sa nichée. Il est à 1 mètre du filet, donc on est complètement en attente. Que notre manip, elle dépend de ça. Là, c'est la dernière chance, c'est aujourd'hui. Après 1 heure d'attente, la patience de l'équipe finit par payer. De la taille d'un étourneau, ce mâle est un tiers plus petit que sa femelle. Regarde-moi ça. Là, c'est magique. Ah mais là... Regardez ça comme c'est petit. Regardez, il a la couleur des yeux. En plus, il a la pupille complètement fermée. Là. Voilà. Bon, ben là, c'est la classe totale. Ah ouais, là. C'est une attitude plus importante avec cette espèce. Sans attendre, les scientifiques fixent sur la patte du mâle cet émetteur qui ne pèse qu'1,37 g pour ne pas perturber son vol. Le plumage est absolument parfait. Après un rapide contrôle des ailes, le couple peut être relâché. On va sortir les deux. Ah bah, d'avoir le mâle et la femelle ensemble, franchement, là je peux vous dire que il n'y a vraiment aucun terme. Tournez-moi vers moi. Que je sais pas dire. C'est dément quoi. C'est dément. Allez. C'est bon, Gilles. Parfait. Bon, donc on va maintenant relâcher Morissette et Gilles. On va d'abord lâcher la mémère. Pour la première fois, l'équipe pourra suivre tous les déplacements du couple. Nous les retrouverons pour une opération encore plus délicate, le bagage d'une nichée de 8 poussins. Pendant ce temps-là, 10 km plus loin dans la réserve, un autre défenseur des hauts plateaux est à pied d'œuvre. Ici, les véhicules sont interdits. Et chaque jour, c'est à pied que Bernard Fourgousse, le garde, patrouille dans son secteur de prédilection, sous le Grand Vémont, le point culminant du Vercors. C'est notre Everest à nous, c'est notre sommet, qui se dissout doucement dans les nuages comme ça, qui disparaît. Il y a 2341 mètres.
Avec 4 autres gardes, Bernard veille sur les 17 000 hectares de ce sanctuaire depuis sa création il y a 27 ans. Dans cet écosystème fragile, à l'exception des refuges pour les randonneurs, aucun habitat permanent n'a été construit. Les seuls résidents sont 12 bergers autorisés à faire paître leurs moutons durant les 3 mois d'été. Le maintien de la tradition pastorale ici sauvegarde le paysage des hauts plateaux. Aujourd'hui, Bernard veut prendre des nouvelles de l'un de ses bergers. Il repère le troupeau au sonnail, les cloches que portent les brebis dans ses alpages. Quand on rencontre des troupeaux, il ne faut pas leur faire peur. Alors, pas leur faire peur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller vite, il ne faut pas crier, il ne faut pas leur rentrer dedans. Et quand ils sont bloqués sur le chemin, faut en faire le tour. C'est toujours à répéter parce que les gens ne le savent pas, ils ne voient pas des moutons tous les jours. Christelle! Avec ses 1600 bêtes, Christelle Bergeret achève sa première estive dans le Vercors. Dans les bois, précisons-le, parce que c'est pas rien. Ouais. Elles connaissent bien l'itinéraire, hein. On sent que... Ah ouais. La bergère a découvert le rythme particulier d'une saison sur les hauts plateaux. J'ai habité 20 ans dans la région parisienne et puis après j'ai voulu venir habiter là où j'ai toujours rêvé de vouloir habiter, quoi. C'est sauvage, ça c'est chouette. Hein. Faut vraiment que j'y aille parce que là elles partent en courant et elles sont en train de prendre le sentier. L'illustration, le berger, c'est pas des vacances. Non. Surtout après la neige, là elles courent avec la... Christelle doit absolument canaliser ses brebis vers l'un des seuls points d'eau de la réserve. Les gardes veillent soigneusement sur les 11 sources des hauts plateaux. Des points de repère remarquables sur ces terres désertiques. Historiquement, comme elles sont rares, elles servaient de point de repère et de partage, puisque là, c'est une limite entre la Drôme et l'Isère, c'est une limite entre les forêts de l'État et les forêts privées. Ça veut dire où est-ce qu'on est en Drôme et où est-ce qu'on est en Isère, là? Alors là, on est sur la Drôme et au pied du sapin, on est en Isère. Un arbre, ça peut bouger, un tas de cailloux, on peut le déplacer, alors qu'une source, c'est vraiment pérenne. Dans quelques jours, avec l'arrivée des grosses chutes de neige, les moutons de Christelle auront quitté la réserve. Les moutons avec les sonnailles, ça fait partie du cadre sonore de la montagne. Et la semaine après leur départ, ça semble tout désert, tout vide. Et on a presque même des hallucinations sonores. On croit les entendre, il n'y a plus rien et c'est assez étonnant, c'est troublant. Après, au printemps suivant, ça revient. Donc... En créant cet espace protégé, ses défenseurs ont aussi restauré la biodiversité des hauts plateaux. De nombreuses campagnes de réintroduction ont été menées depuis les années 70. Aujourd'hui, marmottes, bouquetins et vautours recolonisent le Vercors après y avoir disparu à partir du XIXe siècle. Au début de l'automne, c'est une autre espèce emblématique que surveillent discrètement les gardes durant la saison du rut, le cerf. Ça frappe de partout. Ils sont où là? Je pense qu'ils sont sur les flancs. Pour ne pas déranger ces animaux pendant les parades amoureuses, les deux hommes restent à bonne distance et les comptent à l'oreille, profitant de la quiétude des hauts plateaux. Souvent, c'est le grand silence. Le vent tombe.
plus d'insectes. C'est presque une réserve de silence et même de lumière, parce qu'il n'y a pas de ville à proximité, pas de route. Donc les ciels sont très clairs, on voit les étoiles très nettes. Ça devient rare. Bizarrement, on n'y pense pas. Un peu plus au nord, les gardes veulent contrôler un autre groupe de cerfs. Plus il est dans les bas, c'est plus le cerf est gros, quoi, en fait. Celui-là à l'oreille, il serait quoi? Gros, petit? Il me semble que celui qu'on entend là-haut a l'air plus... Ce matin, Bernard et Hubert ont entendu et reconnu 7 mâles sans jamais les déranger. J'entends ma mère, on dit, ben voilà, il est là. C'est bien comme ça, quoi. On sait qu'il est encore là, quoi. Moi, ça suffit. À 5 km de là, le refuge du Pré-Râteau. C'est ici que dorment Sébastien et Gilles, les ornithologues, pendant leur mission sur le terrain. Bon, c'est bientôt prêt le café, dans 6 heures. Une vie spartiate, sans eau courante ni électricité. La marmotte, c'est pas réveillé. Dès le lever du jour, ils peuvent écouter la quarantaine d'espèces d'oiseaux qui peuplent la réserve. C'est quand même plaisant, hein. Se réveiller, les tétras qui chantent. Le matin, on reprend un peu nos chants d'oiseaux, les bases là. Non, c'est super terrasse, celle-là, on la garde. Je crois que je me lasserai jamais d'être dans des grands espaces naturels avec un minimum d'impact humain. Ouais, ce serait comme faire un immense voyage dans un pays lointain. C'est aller sur les hauts plateaux du Vercors, c'est pareil, c'est le même niveau, quoi. Et nous, on est des cow-boys. Hein. Pour rejoindre la nichée de chevêchette qu'ils veulent baguer, les scientifiques traversent une zone dangereuse. Sur les hauts plateaux, l'érosion a creusé dans le calcaire des crevasses invisibles. Certaines peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Et là, tu as intérêt à le connaître, parce que quand tu descends à ski, là, du dessus, tu le vois pas, là, tu fais le grand saut. Hein. Dans le Vercors, on les appelle des cialets. On va écouter comme ça fait mal si on tombe là-dedans. C'est un piège connu hein, des hauts plateaux, un des dangers des hauts plateaux. Hein. C'est de tomber là-dedans. De tomber là-dedans, partant de brouillard, il y a un pont de neige qui se crée. Donc c'est vrai que faut le savoir, hein, surtout l'hiver, quand on se balade sur les hauts plateaux. Faut pas sortir. Faut savoir où c'est, faut savoir que ça existe. Faut regarder les cartes. De quoi? Après une heure de progression, rejoints par un garde forestier, les ornithologues explorent la cavité où sont réfugiés les juvéniles, avec cette caméra qu'ils ont spécialement mise au point. Ils sont là? J'en vois 1, 2, 3... un peu comment ils sont pour le bagage. Vas-y. À un peu plus de 3 semaines, ces 8 poussins ne savent pas encore voler. Vas-y. Ils m'ont l'air à point. Pour les extraire du nid, Sébastien se hisse à sa hauteur sous la surveillance de la mère des petits. Elle attaque. Hein. C'est une opération un peu compliquée ça parce que les oiseaux sont quand même petits, fragiles. Et on fait ça, en fait on voit rien quoi. Et puis on n'est pas hyper bien non plus, on n'est pas à l'aise quoi. Au moyen d'un petit lasso, l'ornithologue opère à l'aveugle pour attraper les oiseaux entassés à 25 cm de profondeur. Oh, je l'ai pris dans la gueule là. Elle n'a pas aimé du tout que je sorte un petit quoi. Oh Mimi, c'est bichounette. Pendant une demi-heure, Sébastien prélève délicatement toute la nichée.
Il est bien attaché le sac. Ça sort un peu par tous les sens. Hein. Ça fait un tac. Ah là, le petit dernier. Voilà, magnifique. 8. L'équipe doit peser et baguer les 8 juvéniles au plus vite pour ne pas les stresser. C'est des oiseaux qui restent fragiles. 77. Grosse dondon. Voilà. Voilà, il y en a tellement qu'on ne sait plus où les mettre. Voilà. Donc une jolie petite nichée de 8 petites chevêchettes. Voilà. C'est incroyable, voilà, voilà, des petits bijoux. Hein. C'est minuscule. Voilà, elle nous regarde avec ses petits yeux là. Elle découvre un petit peu le monde avant l'heure, hein, finalement. On n'a plus qu'à leur souhaiter bonne chance, Gilles. Dans 10 jours, ces poussins seront assez grands pour s'envoler. Grâce aux ornithologues, ils seront suivis et protégés tout au long de leur vie. Et un qui font 8. Dans le Bas-Dauphiné, entre Grenoble et Valence, nous retrouvons Alain Belmont, le professeur d'histoire, pour un cours qu'il affectionne particulièrement. Régulièrement, il emmène ses élèves sur le terrain pour leur faire découvrir la région, loin des amphithéâtres de la faculté. Pour un peu, j'aurais presque allumé le GPS. Ah, oui, il y a eu progrès. Ah, là, Aujourd'hui, c'est Florian, en 6e année à l'université de Grenoble, qui l'accompagne. Voilà, on vient de faire 50 mètres en voiture et d'un seul coup, tout le Vercors qui s'ouvre à nous. Avec cette brume au fond, on voit le contact entre le Bas-Dauphiné et le Haut. La journée commence à Roibon, un village typique de la haute vallée de la Galore, dans le sud de l'Isère. Oui. Alain veut montrer à Florian l'une des dernières maisons du XVIIIe siècle entièrement conservée. Ça, c'est une maison typique de cette partie du nord du Dauphiné, où justement on manque de pierres de taille, on manque de grosses pierres pour faire sa maison. Donc, ce qui fait qu'on va ramasser les galets dans les champs. On dépierre le champ, on empêche les moissons d'être abîmées par tous ces cailloux qui sont quand même très très nombreux dans la région. On reste dans les Alpes. Cette simple bâtisse raconte le mode de vie des Dauphinois il y a 300 ans. C'est aussi notre patrimoine. Pour moi, entre celui-ci et une Xème chapelle, je vais être très très iconoclaste. Je préfère que celui-ci soit debout. Avant de repartir, Alain fait découvrir à son étudiant un monument surprenant, une réplique de la Statue de la Liberté. C'est une vraie, effectivement, c'est Bartholdi qui l'a fondue. Donc, installé en 1906. Donc Bartholdi, l'auteur de la Statue de la Liberté de New York, et on a sa réplique. Il n'y en a pas tellement à travers le monde. Offerte par le sculpteur à un député de la région, elle est la 4e réplique de petite taille de la statue, emblème de New York. En France, on connaît celle de Paris, mais il y a celle de Roibon aussi, et qui est bien une vraie de vraie. Voilà. Donc, ce qui nous fait dire que Roibon est le Manhattan dauphinois, avec son plan en quadrillage et sa statue de la Liberté. Alain et Florian continuent leur route au sud de l'Isère. Ils atteignent le village de Saint-Antoine-l'Abbaye, qui abrite l'un des plus remarquables édifices du Dauphiné. Un joyau de l'architecture gothique tombé dans l'oubli. Ce monument est érigé dès la fin du XIe siècle par des moines bénédictins pour protéger les reliques de Saint Antoine, vénéré pendant tout le Moyen Âge pour ses guérisons miraculeuses. Cette abbaye attire alors des foules immenses de pèlerins et de malades venus de toute l'Europe. Les hospitaliers de Saint-Antoine inventent ici l'assistance publique en créant 9 hôpitaux.
Alain et Florian sont attendus pour visiter l'église, un édifice exceptionnel à l'échelle des plus grandes cathédrales du Moyen-Âge. C'est Notre-Dame de Paris, version dauphinoise. Quand on pose la question aux étudiants, ils ne connaissent pas Saint-Antoine. Ils sont accueillis par Géraldine Mosselin, qui travaille à la conservation du site depuis 20 ans. C'est vrai, quand on découvre ce vaisseau de pierre de l'intérieur, on est stupéfait par l'ampleur. L'abbatiale compte 17 chapelles sur 62 mètres de longueur, bâtie sous une nef de 22 mètres de hauteur. Le vrai trésor du monument est constitué par les 2000 mètres carrés de fresques et de peintures murales des XIIIe et XIVe siècles. Un témoignage rare de la décoration des églises à cette époque. C'est fabuleux, même le moindre petit recoin des piliers est ornementé et peint pratiquement jusqu'au sommet. Exactement. Donc il faut effectivement se dire que si tout était dégagé, on aurait un édifice impressionnant, extrêmement coloré. Quand on dit que le Moyen-Âge est sombre et voilà, non, il faut... Ces peintures ont survécu aux différentes modes d'ornement au fil des siècles. C'est extrêmement rare, surtout dans un édifice comme cela, qui est pratiquement donc une cathédrale, parce que à l'intérieur des villes, les siècles vont passer, amener leurs décorations les uns après les autres, ou alors malheureusement, il y aura cette mode de restauration des monuments historiques à la fin du XXe siècle, années 60-70, qui a consisté à décaper systématiquement tous les enduits. Or là, justement, comme ce bourg de Saint-Antoine, ce village, était quasiment à l'état d'abandon il y a une trentaine d'années, du coup, il a été préservé de ce mouvement. Et on a toujours les fresques là. Et vous n'en voyez qu'une partie. Voici une petite merveille. Géraldine emmène maintenant l'étudiant et Alain dans une petite chapelle fermée au public. Cette représentation de la Vierge en bon état est une découverte pour le professeur. Un visage empreint d'une grande douceur. Mis au jour il y a 15 ans, ce chef-d'œuvre est attribué à Simone Martini, un maître de la peinture italienne du XIVe siècle. Exceptionnellement, avec Géraldine, Alain et son étudiant montent vers le toit-terrasse de l'abbatiale. L'historien s'aventure sur une galerie à 30 mètres au-dessus du vide. Ouh là là, non, moi je passe pas là. Excusez-moi. On est dans la façade. Les tailleurs de pierre qui ont travaillé ici et les maçons n'ont pas le vertige. J'aurais jamais imaginé que je vivrais ça un jour dans ma vie. Il profite pour la première fois de cette vue imprenable sur le Vercors. D'un seul coup, c'est tout ce paysage qui s'ouvre. Je retourne plus à l'université faire les cours, c'est les étudiants qui viennent ici. Je reste là. C'est fabuleux. Changement de décor plus à l'est. Alain et son étudiant reprennent la route dans le massif de l'Oisan, au cœur des Alpes dauphinoises. Le professeur veut partager avec Florian la beauté de ces montagnes. Sur cette commune de Besse-en-Oisan, il se trouve un balcon qui, pour moi, est l'un des plus beaux coins des Alpes. Un coin secret. On monte. On quitte l'espace avec un climat encore relativement favorable pour atteindre presque des terres arctiques. Ici, l'hiver est rude et stagne longtemps. Ils arrivent enfin sur le plateau d'Amparis, à 2500 mètres d'altitude. On n'a que des pâturages face à nous. C'est un des plus grands, sinon le plus grand alpage de France. Et ben, quand on est face à ce pâturage, on a l'impression d'être en Mongolie, puisqu'on voit que ça, que ça. Cet océan de pâturage de plus de 3000 hectares pouvait nourrir plusieurs milliers de bêtes.
Un véritable trésor, source de nombreuses convoitises pendant des siècles. Il y a eu un procès entre les deux communes de Baie-Saint-Oisin et de la Grave qui sont frontalières pendant à peu près 700 ans. Si vous teniez l'alpage, vous teniez la fortune et les moyens de vivre. Ce territoire très convoité est découpé en plusieurs frontières, puisqu'on a en dessous de nous un ruisseau qui fait plein de méandres, qui s'appelle le Rive Tor. Rive pour ruisseau en franco-provençal et Tor parce qu'il est tordu. Et il fait la frontière encore à l'heure actuelle entre l'Isère et les Hautes-Alpes, donc entre la région Rhône-Alpes et la région PACA. Quand on randonne dans ces paysages, on parle très peu pour économiser son souffle parce que quand on arrive en altitude, on manque d'air. Et puis parce que surtout, il n'y a pas de mots pour dire toute cette beauté. Donc on se tait et on regarde. Notre voyage se poursuit dans la vallée du Drac, sur le lac de Monténard. Cette étendue d'eau, créée il y a 50 ans, est le terrain de jeu d'Isérois, amoureux de la glisse et de leur région. Parmi eux, Christophe Haribert file aux commandes de son kitesurf sur les 20 km du lac. Ce chef cuisinier étoilé vient plusieurs fois par semaine se ressourcer ici, au pied de son Vercors natal. Libre, heureux, détendu. Il est 15 h, les risées se sont levées sur le lac. Les conditions sont idéales pour les surfeurs. C'est vraiment exceptionnel, top. Le soleil, le vent est parfait. Des journées comme ça, c'est pas souvent. Le vent est parfait, c'est vraiment exceptionnel, top. Tous mes amis sont là. Génial, parfait, génial. Le cadre est magnifique. Le cadre est magnifique, c'est énorme. À 20 minutes de Grenoble, la station thermale d'Uriage-les-Bains. Dans cet hôtel, accueillant les curistes depuis le 19e siècle, Christophe a repris les rênes il y a 8 ans du restaurant gastronomique. On est bien d'accord sur la 13 ? C'est en mettant à l'honneur les produits de la terre dauphinoise que le jeune chef a gagné ses 2 étoiles. La haricot vert hier soir, elle était magique. Ce soir, elle est moins magique, mais je pense que t'en as fait moins. Ouais. T'en as fait un peu moins. Dans sa brigade, ils sont une quinzaine, venus pour certains de l'autre bout du monde. Comme Paulina, une stagiaire mexicaine, et sa compatriote Anna. Une fois par mois, Christophe organise des stages de dégustation pour des habitants de la région qui viennent redécouvrir les saveurs de leur terroir. Ils sont cuits, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, ils sont vraiment cuits. Là, on se concentre, s'il vous plaît. Allez, si vous mangez la mise en place, là, ça va pas. Aujourd'hui, 12 cuisiniers amateurs ont revêtu le tablier de l'apprenti. Tu t'absentes 30 secondes, là, et puis ça y est, ça se dissipe. On est dans la forme un peu du navet. Première leçon, privilégier l'origine de ces produits. Sucré. C'est des haricots verts top. L'hiver, vous les faites venir d'où alors? Non, je fais pas d'haricots l'hiver. Dès que j'en ai plus dans la région, j'arrête. Tout est du Dauphiné, là. Il n'y a rien. Peut-être un tout petit peu plus loin dans la Drôme, peut-être un peu la Provence, de l'Ardèche, voilà. Ardèche, Drôme. Il y aura un moment à Dresde, ne vous inquiétez pas. Okay. L'exercice du jour, la cuisson du mets préféré du chef, la truite du Vercors. Elle est jolie, hein? Légèrement saumonée. Pêché dans une rivière protégée du massif, ce poisson a nourri l'enfance de Christophe, élevé à la cuisine dauphinoise.
Voilà. C'est des produits qu'on connaît, qu'on a vu parfois travailler par nos mères quand on était enfant. Donc ça, c'est important aussi, de retrouver ces sensations de l'enfance. Il y a 1 millimètre de bouillon et ça va aller sur le bord du fourneau. Alors à la maison, vous n'avez pas de bord de fourneau, je le sais, c'est terminé. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, lui, il avait un bord de fourneau. Il avait sa cuisinière qui était toujours allumée. À la maison, vous n'avez pas d'arrière-grand-père, ni le fourneau de l'arrière-grand-père. Donc, vous mettez sur le feu, au ralenti du ralenti, d'accord? Et quand ça commence à légèrement frémir, mais alors légèrement, hein, pour le coup c'est légèrement, vous coupez tout. Pour sa truite, le chef a un secret. Une cuisson unilatérale à feu très doux, durant 20 minutes. Les truites, vous voyez les truites? Vous voyez la truite, quand je vous parlais de douceur de cuisson, regardez. C'est ça. Vous voyez? C'est un moment privilégié pour moi, parce que je suis pas souvent avec les gens, en fait, parce que je cuisine dans la cuisine, je suis tout seul. Et là, enfin tout seul avec mon équipe, mais on n'est pas au milieu des gens. Le chef dépose les filets de poisson sur une mousse de légumes, avant d'y ajouter une fricassée forestière. Amateurs et professionnels dégustent ensemble la truite du Vercors dans la salle du restaurant. Le vin est top. Le lendemain, c'est sur les routes que Christophe continue à partager son amour du Dauphiné. Il veut initier 4 jeunes cuisiniers de sa brigade aux merveilles culinaires méconnues de sa région. Parmi eux, Anna et Paulina, les stagiaires mexicaines, sillonnent ces paysages pour la première fois. Tu es né à Grenoble? Oui, je suis né à Grenoble, mais je suis surtout né dans le Vercors, juste en face là. Mes racines, c'est juste là derrière là. J'aime bien justement voir là-bas là, ça me rassure. Je suis chez moi. Le Mexique, c'est pas comme ça. Leur escapade commence de l'autre côté de la vallée, à l'orée des forêts de la Chartreuse. À l'abri du soleil depuis plus de 70 ans, une famille locale a transformé une carrière du XVIIIe siècle en champignonnière. On vient de passer de 35 degrés à 12. Grâce à l'hygrométrie particulière, dans ces galeries, Michel et Annie Grimbert élèvent des agarics bisporés, des champignons de Paris à la saveur exceptionnelle. Là, tu m'ouvres en deux. Voilà. Moi, je n'aime. Non, mais pas. Ah, merci. Donc on goûte le blanc. Qu'est-ce qu'il est bon! Non mais c'est hallucinant. Vous pouvez faire rêver des gens avec un champignon de Paris. Avec une herbe, un petit peu de sel, ou même à cru comme ça. Il est presque même assaisonné. Avec les artisans, Christophe a décidé de remettre à l'honneur une souche oubliée du champignon de Paris. Cet agaric blond est l'ancêtre de celui que nous connaissons aujourd'hui. Je n'avais jamais vu celui-là avant. Au Mexique, nous ne connaissons que les blancs, celui que vous appelez champignon de Paris. C'est pour ça que je prends des photos, parce que c'est la première fois. Regarde, ce produit, il est magique, quoi. Ils ont un goût de cèpe, ces champignons. On va le remettre dans son habitat, regarde. 50 km plus loin, c'est un autre secret que Christophe veut faire partager à son équipe. La variété des saveurs sauvages du Dauphiné. Les plantes, en général, quand elles vieillissent, elles deviennent plus fortes, plus amères, plus ligneuses. Dans le massif du Sénépi, le groupe retrouve Mélanie Costantino, la jeune botaniste qui approvisionne le chef en plantes de montagne. Oh, c'est énorme. Mais celui-là, il est citronné, il y a plusieurs variétés, donc on a du mal à les reconnaître entre eux. Il y a juste à le goûter et les sentir. Quelque chose aussi parce que ensemble, ils cherchent de nouveaux parfums pour la carte d'été du restaurant. Je pense que ça va être super intéressant. Le massif du Sénépi est un conservatoire de saveurs végétales. Elle est intéressante celle-là. Broie là dans tes doigts. Comme c'est. Un peu plus haut,
Avec son œil exercé, Mélanie repère une espèce vivace qui devrait plaire aux papilles des cuisiniers. Je sens déjà l'odeur là. La racine de benoîte. Herbe fétiche des moines exorcistes au Moyen-Âge, la benoîte était surtout prisée pour sa saveur similaire à celle d'une épice, à l'époque extrêmement rare. En fait, avant que le clou de girofle soit découvert et ramené en France, en Europe, on utilisait ça pour aromatiser les plats. Donc on utilisait cette plante-là. Ouais. Il y a beaucoup de plantes sauvages qui étaient cultivées avant et qui sont tombées dans l'oubli. Là, pour le coup, c'est vraiment dommage parce que là, c'est vraiment super intéressant, quoi. Parce que ça apporte une autre note, quelque chose de très subtil, parce qu'il est légèrement fumé. Donc on va essayer, on va l'infuser, on va voir ce que ça peut donner. Et c'est vraiment une découverte pour le coup. Ouais. Mélanie nous avait caché ça jusqu'à aujourd'hui, ouais. Donc pour le coup, regarde un peu, hein. Elle regarde un petit peu chaque année, elle nous fait une nouvelle découverte. À 9000 km du Mexique, l'apprentie cuisinière découvre un univers exceptionnel. Ça ne ressemble vraiment pas au Mexique. Nous n'avons pas ce genre de paysage. C'est vraiment magnifique. Toute cette nature, c'est vraiment génial d'être ici. Le lendemain, jour de fermeture, Christophe a quitté ses stagiaires pour se rendre à Autran, son village natal, au cœur du Vercors, où il est attendu dans l'hôtel-restaurant de ses parents. J'aime bien les pics de bois qui sont tombées là, ça sent le bois coupé. Il y a toujours des odeurs sous la forêt là. Au-dessus de Grenoble, il emprunte toujours la porte nord-est du massif. Sur les crêtes, les 3 aiguilles qui en marquent l'entrée sont un point de repère pour tous les habitants de la région. Là tu vois, on va ouvrir sur les 3 pucelles là juste en face. Tac. Un gros truc de gramme, ça super connu. La famille de Christophe est installée dans le Vercors depuis 5 générations. Chaque fois que je vais quelque part, j'essaie d'y retrouver un petit bout de mon Vercors natal. J'aime être un enfant du Vercors. Je le défends. J'aime le défendre. J'aime le revendiquer. C'est une fierté, c'est une forme de fierté simplement. Voilà, j'ai les pieds sur terre ici. À chaque fois que j'arrive ici, c'est un bol d'oxygène. C'est un moment privilégié. Regardez, voilà quoi, ça se passe de commentaires. Sur la route d'Autran, Christophe fait un crochet par un endroit connu des seuls habitants du massif. 600 mètres plus loin, au bout de ce tunnel abandonné. Il faut oser le traverser. Construite pour les Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, cette route, fermée depuis 20 ans pour cause d'éboulement, débouche sur un panorama vertigineux. Là, la vue, fantastique. C'est magnifique. Ça s'appelle un coin secret, ça. Un coin préservé. On a juste un tout petit bruit de la ville pour nous rappeler que, voilà, il y a la ville en dessous, mais c'est très léger, hein, c'est très subtil. 1000 mètres en dessous, l'Isère traverse Grenoble. En premier plan, on a tout le massif de la Chartreuse qui se découpe là. Et en deuxième plan, on a Beldonne avec la station de ski au fond, Champs-Rousses. Et au troisième plan, juste derrière la station de Champs-Rousses, là on voit des montagnes qui commencent à se découper un tout petit peu. C'est la Meige tout au fond et le début de Loisan. Depuis tout petit, ce lieu me fait le même effet. C'est très, 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 très beau. Il est 19h. Dans les vallons du nord du Vercors, Christophe arrive à Autran, le village où il a grandi. Depuis 35 ans, ses parents y tiennent un hôtel-restaurant où ils accueillent les randonneurs de passage. Bonjour. En cuisine, son père Régis prépare les plats pour le service du soir.
Parmi eux, sa spécialité, le gratin dauphinois. À la crème du Vercors. C'est pas tout à fait pareil. Une recette héritée de sa grand-mère, agricultrice sur le plateau. C'est elle qui vous a appris à le faire? Ouais, je fais comme ça depuis toujours. Après, des pommes de terre, de la Mona Lisa, voilà, que je coupe avec cette machine qui s'appelle une mandoline. Je les verse dans le lait chaud, en ébullition. Moitié crème, moitié lait. Voilà. Et c'est tout. Plus tard, voilà. La préparation doit bouillir 40 minutes. Il ne reste plus qu'à le mettre dans le plat. C'est pas forcément un plat très diététique, mais il n'y a pas un repas chez nous sans gratin. Repas de mariage, repas de fiançailles, repas de baptême, il y a toujours du gratin. Et je remets de la crème encore par-dessus. Cuisson à 170 degrés. Après 3 quarts d'heure, le plat est prêt. J'amène le gratin. Bon, vous avez intérêt à dire que le gratin, c'est le meilleur du monde. Hein. Ce soir, Christophe a réuni famille et amis autour du traditionnel gratin. Regarde ça un peu. Regarde. La bonne franquette, regarde comme il est beau. Et ça valait le coup de faire quelques kilomètres ce soir, hein, je vous le dis moi. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Ils ont l'air de l'aimer, hein, votre gratin. Ben, j'espère. Hein. Putain, je parle plus, c'est le silence et que c'est bon. Pas de soucis. Je vais même en reprendre. Non, il est très bon. Il est très très bon. Il est super bon, j'adore. Nous on confirme, il est toujours aussi bon. Merci. Là pour le coup, on s'est pas trompé de restaurant. Il est délicieux. Ah ouais. Direction le nord du Dauphiné et la vallée du Rhône. Juchée sur un escarpement rocheux, apparaît une forteresse médiévale du XIIIe siècle, le château de Vertrieux. Véritable sentinelle au bord du fleuve, marquant la frontière avec la Savoie, il protégeait la province contre l'ennemi ancestral. Il y a une trentaine d'années, ses propriétaires, inquiets de le voir disparaître à jamais, décident de le faire restaurer. Il confie alors les travaux à une architecte passionnée de patrimoine, Marie-Françoise Bonnard. C'est les couleurs du Dauphiné, les fleurs de lys du roi et les dauphins. C'est très important. Les gens regardent, quand on n'a pas mis le drapeau, ils pensent qu'on est malade ou qu'il y a un problème ou qu'on n'est pas là. C'est très 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 important. Par exemple, le 14 juillet, on met le drapeau français. Eh bien, tout le monde nous en fait la réflexion. On est dans le Dauphiné. On est dans le Dauphiné, voilà. Une fois le sauvetage achevé en 2007, les propriétaires lui proposent de louer leur château pour l'habiter. Aujourd'hui, la maison forte de Vertrieux reprend vie et l'architecte occupe avec sa famille l'ancien corps de garde. Pourtant, l'édifice est laissé à l'état de ruine pendant plus de 300 ans. Envahi par la végétation et utilisé comme carrière de pierre. Sa réhabilitation est un véritable défi pour Marie-Françoise. À l'origine, c'était pas possible que quelqu'un habite ici. C'était réellement une ruine. Je trouvais cet endroit tellement exceptionnel que voilà, il fallait que je l'habite, quoi. Je ne pouvais pas faire autrement. Lors du chantier, elle met au jour par hasard un véritable trésor. Un plafond avec ses ornements du XIVe siècle qui avait disparu sous plusieurs couches de peinture. On n'imaginait pas qu'il puisse y avoir un autre décor. Et cette découverte s'est faite parce que pendant le chantier, les bois ont été déposés. Et c'est resté pendant 2 ans, grosso modo, dans un tas de gravats. On s'est rendu compte, la pluie aidant, que la peinture du dessus était partie. Et on a découvert ces triangles noirs avec ces bandes rouges. Et ces motifs, disons que les teintes, le noir, le rouge comme ça et le beige, se retrouvent dans beaucoup de décors de l'époque. C'est vraiment les couleurs qui sont un peu typiques de l'époque. Ce qui est plus étonnant, c'est les motifs.
Ces motifs géométriques qui nous paraissent quand même très contemporains. Après avoir sauvé les logis, Marie-Françoise s'est attaquée à la restauration du pont-levis. On commence par fermer soigneusement la porte. Pour Régis de la Roulière, le propriétaire qui a suivi chaque étape des travaux, sa remise en état symbolise la renaissance du château. C'est énorme. Il était naturellement très équilibré. Voilà, ça y est. Voilà. C'est Et vraiment vous voyez le contrepoids, d'une simplicité, c'est d'une légèreté, c'est incroyable. Dans mon intuition d'origine, je me disais, l'achèvement du projet, c'est le jour où je remets le pont-levis en marche. Et c'est plus symbolique, ou je trouve le symbole plus fort que de refaire... Bon, on a refait les fenêtres, c'est des vitraux, on a refait pas mal de choses. Mais je trouve que c'est un symbole qui est plus amusant, ou en tout cas qui me parlait plus. Et c'est pour ça que c'est celui-là que je considère comme l'achèvement, plutôt que la fin des portes ou des fenêtres. Le chemin de ronde a été dégagé de la végétation il y a 8 ans. Là, comme la marche est Il permet à nouveau d'observer de l'autre côté du fleuve le département de l'Ain, dans l'ancienne principauté de Savoie. L'ennemi, il était en face. Donc, il ne se déplaçait pas trop sur l'eau, il se déplaçait plutôt à cheval. On allait enlever une place, filer la pâtée à quelqu'un. On est vraiment sur une frontière. France ici, Savoie en face. Mais la trace dans la géographie, l'architecture et les mémoires, elle est toujours là. C'est très amusant. Les gens de l'Ain vous diront qu'on n'épouse pas les gens du Dauphiné. Ah oui. Oui, il y a des permanences comme ça. Bon, il y a des exceptions, après, on les aime bien quand même. Ce matin débute la journée annuelle de chantier bénévole pour les habitants de Vertrieux. Ah bon, maintenant c'est fini là de regarder, là, il faut venir bosser les gars. Allez. Pour ce moment important, même l'équipe de restaurateurs professionnels qui a travaillé sur le chantier depuis le début est venue aider à nettoyer les parties inaccessibles du donjon. Les volontaires réhabilitent aujourd'hui les accès au château envahis par les ronces et remontent des murs de pierre effondrés. Depuis la renaissance du château, tous se mobilisent aux côtés de Marie-Françoise et de ses propriétaires. Frédéric s'est installé à Vertrieux il y a une quinzaine d'années. Et comme les anciens, il s'est approprié le monument. Le château, c'est le point dominant du village et puis qui revit maintenant. Moi, j'ai vu la résurrection de ce château, justement. Je suis venu le visiter quand il était encore en ruine, quand je suis arrivé dans le village. Et là, de voir l'état dans lequel il se trouve actuellement, et puis même le côté arboré. Même moi qui suis pas d'origine de la région, je me le suis approprié. Tout le monde le dit, notre château, quand on parle avec les villageois alentours, notre château. Juste en dessous de la maison forte, le Colombier est depuis toujours l'endroit préféré des villageois. Marie-Françoise a décidé récemment de le remettre en état. Au Moyen-Âge, cet édifice servait à montrer la puissance de son propriétaire. Chaque trou représentait 1 hectare de terrain. Ici, il y en a 594. Ce vieux colombier raconte aussi la mémoire des adolescents de Vertrieux. C'était le lieu de nos amours, en fait. C'est ici qu'on se rencontrait, avec la belle. Et puis bon, c'était nos amusements, on était gamins, on était jeunes. Donc voilà, c'est un lieu de rendez-vous, voilà. 1973, 1937, 1945, on a 1983. Donc les gens ont 1957. Il y a vraiment toutes les années. Et bien entendu, l'exploit, c'était de le mettre le plus haut possible. Hein. Je suppose. Je suppose. Le jour où on va le restaurer, on va reprendre les fissures, on va reprendre la structure de façon à ce que ça ne s'écroule pas. Et après, tout va rester tel que c'est. C'est un patrimoine. Ces graffitis font partie de... pour rien au monde, on va les enlever.
C'est la fin de la journée de chantier et pour remercier les bénévoles, Marie-Françoise, l'architecte, a invité tous les habitants dans la cour du monument. Il n'y a pas d'un côté les jeunes, les vieux, les moyens, vraiment. Il y a toutes les générations et il y a tous les milieux professionnels, voilà, les gens se mélangent sans aucune arrière-pensée. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Pour notre dernière étape, direction Grenoble à la rencontre de passionnés des montagnes du Dauphiné. Il est 17h, Alain Hérault vient de quitter son bureau à la Poste. Fou de paysage, il retrouve après le travail et lorsque la météo le permet, ses amis de l'association Divertissime, un collectif de photographes unique en France. C'est la partie Petit Pousset, on récupère Pierre, Paul et Jacques, et puis on récupère la fin de la troupe sur le col du Coq, on récupérera Laurent et Géraldine. Denis Testemal est physicien. Salut Denis, longtemps que t'es là? Hein? Longtemps que t'es là? Ouais, 10 minutes, c'est bon. Sébastien Liot est informaticien. La vraie journée commence en fait. On a fini une partie de notre vie, on attaque celle qui est la plus sympathique. Donc c'est vrai qu'il y a 2 journées en une là, donc plus intense la deuxième. De toute façon, on parle plus boulot là maintenant, on parle que montagne, hein, ok? Ouais. Photo. Là, on va quitter une planète pour aller en rejoindre une autre. Tu fais 5-6 km et tu es perdu dans la montagne. C'est assez fabuleux pour ça. On a un terrain de jeu qui est quand même vachement privilégié, quoi. Ce soir, ils vont gravir la Dent de Croll, à 2000 mètres d'altitude, pour y faire une série de photos spectaculaires. Dans le massif de la Chartreuse, avec sa falaise à pic de plus de 300 mètres de hauteur, c'est l'un des sites de randonnée préférés des Grenoblois. Au col du Coq, le groupe retrouve Laurent Picard, avec qui ils ont fondé l'association il y a 5 ans. On va se mettre en short, c'est pas un petit peu de brouillard. De toute façon, on va passer au-dessus. C'est sûr, on passe au-dessus. Malgré le brouillard, ils ont décidé de passer la nuit en altitude. Je suis sûr, on voit là. Chacun des passionnés porte 20 kilos de matériel photographique dans son sac. Sympa dans la brume là. Oh, elle est déjà marre. Hein? Ils entament une ascension d'1h30. Tous seront de retour à Grenoble demain matin pour retrouver leur bureau. On passe au... Oui. Regardez. Oh là, oh, c'est super là. Oh, c'est classe là. À mi-pente, le brouillard se fait moins dense, laissant la lumière apparaître. Dès qu'on sort des nuages, mais c'est une impression de hauteur, on prend de la hauteur, on se sent les rois du monde. Vous l'avez fait combien de fois là dans le col? Aujourd'hui, si on y arrive au sommet, parce que c'est pas gagné, 351. À chaque fois, c'est différent, on est content, on découvre un nouveau paysage, et la prochaine fois sera différent, et puis on bouge son corps, donc on est heureux. Laurent est le montagnard le plus confirmé du groupe. Il connaît toutes les techniques pour se ménager lorsque le terrain s'élève. Pour minimiser la fatigue des cuisses, déjà il faut faire des petits pas, parce que ça t'évite de tirer à chaque fois. Et à la fin de chaque posée, on va dire, tu tends bien la jambe. Ce qui fait que tu
t'es pas crispé sur tes muscles, du coup ça te permet de te reposer à chaque pas, quoi. Alors c'est sûr que ça fait des allures qui ralentissent, mais ça garantit une certaine continuité. Après c'est vrai que si tu veux accélérer, bah, tu seras obligé de passer un petit peu à la phase 2 où tu fais des plus grands pas et puis tu montes droit dans la pente, donc forcément eh ben, tu te fatigueras plus mais tu iras plus vite, attention. Après 1 heure de montée, ils atteignent le passage le plus délicat de l'ascension, juste avant le sommet. Alain peut enfin marcher sur la cime de la Dent de Crolles. Ça se mérite, hein. Les activités d'après-boulot, c'est pas reposant chez vous, hein? Non, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir eu une activité trop physique parce qu'on n'aurait pas envie. Mais là, c'est le pied, là. Sérieusement, après une journée de boulot, on arrive quand même à trouver l'énergie pour partir comme ça. Ouais, mais on est animé quand même d'une passion, ça donne des forces, hein. C'est génial. À peine arrivé sur la crête, le groupe se met en place pour une photo exceptionnelle. Ce soir, c'est Denis, le physicien, qui va descendre à flanc de falaise pour servir de modèle. Comme chaque fois, le groupe prend toutes ses précautions. On est tous pères de famille ou à peu près. Donc oui, quand même, on essaye de sécuriser un maximum. Après, on va pas y aller quand il pleut. On fait quand même attention. On voit pas non plus s'il y a plein de neige. C'est bon, ça sort. Attends qu'ils te disent. Denis se suspend à 200 mètres au-dessus du vide. Je descends un peu ou pas? Bah vas-y Seb. Vas-y. Tourne-toi, stop, bloque-toi et essaie de te mettre tes pieds. Ouais, la position est bien là. Allez, prends une photo quand je remue la corde, Seb. Pas hyper avec nous. Ça bouge pas trop là. On redescend pas trop. Hein. Il doit trouver la bonne position pour que ses amis puissent le cadrer dans l'immensité du décor. Là, c'est pas mal avec toute cette brume. Ouais. Tout le groupe de photographes amateurs peut enfin immortaliser l'instant. J'aime bien ce petit côté un peu où en fin de compte, t'as l'impression qu'il flotte. Pour cette photo, comme pour toutes celles qu'ils font dans le Dauphiné, les membres du collectif se mettent en scène pour donner toute la mesure de ces paysages. Un lieu qui est connu, on peut le transformer en fait en mettant des bonhommes et puis avec des lumières un peu spéciales et hop, ça change tout. Grâce à ces clichés hors du commun qu'ils diffusent sur leur site internet, ils partagent leur passion pour la montagne avec tous les habitants de la région. Leur nouvelle création est dans la boîte. Le groupe rejoint la zone de bivouac en empruntant une vire, une étroite corniche. C'est une première pour Aurélie, une collègue de Laurent. Donc on regarde ses pieds en fait. Essentiellement, c'est le seul truc qu'il faut faire. Aurélie, tu n'as pas peur du vide? Bah non, ça va. C'est une découverte assez récente. Je pensais avoir le vertige et bah non. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ils y reviennent si souvent et pourquoi ils y prennent autant de plaisir. Juste avant la nuit, le groupe s'éloigne de la ligne de crête pour installer son campement. Demain matin, les passionnés veulent faire une photo encore plus impressionnante. Allez, à la vire, à Aurélie, hein, elle l'a fait. La première sur la vire. Ouais.
Aux premières lueurs, l'équipe est déjà en position. Cette fois, c'est Laurent qui va descendre en rappel du point le plus élevé de la dent de Crolles. C'est un grand moment parce que c'est la grande phase de la dent de Crolles, 400 mètres, donc tu te lances là-dedans. Laurent, tu veux les gants? Non, c'est bon. Tiens. Non, ça va. C'est bon? Première fois, c'est vrai que tu serres un petit peu les fesses, comme on dit. Si vous voulez, je peux descendre sous le surplomb comme vous voulez. Ouais, ben si tu veux, là, si tu veux attaquer, ouais. C'est à la fois mon mari et un photographe. Non, c'est vrai, c'est pas ce que je préfère. Hein. C'est son rêve, là, ça, c'est d'être toujours en l'air. En plus, pour lui, c'est un endroit mythique. Se pendre à sa dent de Crolles en dessus de la maison, parce que notre maison elle est en dessous, là. C'est quelque chose de très important pour lui. Le temps est très court. La lumière, là, t'as du pastel, en fait. Donc, faut le faire maintenant. Laurent, tu fais l'unanimité, hein. C'est vrai? Ouais. C'est mon but dans la vie. Une fois l'instant immortalisé, ces fous du Dauphiné redescendront dans la vallée. Ils seront alors à Grenoble pour une nouvelle journée de travail.